Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, avec un grand entretien aujourd'hui, celui d'Anne-Catherine de Tourtier, c'est la présidente de France Énergie Éolienne. Les énergies renouvelables sont une alternative rendue encore plus indispensable, vous le savez, par la flambée des prix des énergies fossiles. On évoquera aussi la première éolienne en mer au large de Saint-Nazaire et ce programme de construction de 50 parcs éoliens lancé par le président Macron d'ici 2050. Dans Smart Ideas, je vous présenterai Day One et ses solutions pour faciliter l'engagement des salariés dans des actions solidaires. Voilà pour le sommaire, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Anne-Catherine de Tourtier, bienvenue. Vous êtes donc la présidente de France Énergie Éolienne, Fédération des professionnels de l'éolien. Vous représentez combien d'entreprises, combien de salariés ? Alors nous représentons 23 000 professionnels en France, 330 entreprises qui travaillent en France, des entreprises qui travaillent en France dans l'éolien. D'accord, donc effectivement quelques chiffres qui confirment 22 600 emplois directs et indirects, près de 19 000 mégawatts installés en France au 31 décembre 2021, 6 emplois créés par jour, ça c'est intéressant aussi. C'est un secteur en croissance, on peut dire ça, de l'éolien ? Tout à fait. C'est vraiment ce qu'on peut dire. Je suis ravie d'ailleurs que vous le mentionniez parce qu'effectivement, nous créons 6 emplois par jour. Nous sommes en très forte croissance et donc nous recrutons tous les jours. Nous recrutons aussi dans les territoires. C'est un élément aussi important qui nous caractérise aussi et qui est très bien perçu par les Français aussi, que nous redynamisons les territoires. Et donc effectivement, nous sommes en pleine expansion en France. Ça veut dire que dans le secteur, dans la filière énergie renouvelable, c'est quoi ? C'est le premier employeur ? Vous vous situez comment ? Oui, nous sommes le premier employeur dans les renouvelables, si on parle donc du solaire, de l'éolien, effectivement. D'accord. Nous sommes... Alors, on va rentrer un peu dans le détail des prix de l'électricité et de ce que la flambée des prix de l'énergie modifie. À quel point ça change la donne ? Est-ce que la hausse des prix des énergies fossiles, gaz, pétrole, ça rend vos éoliennes plus compétitives ? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas ? Alors, certes, ça nous rend plus compétitifs, mais surtout, et ça c'est l'élément essentiel, c'est que nous avons déjà bien avant cette hausse, déjà été très compétitifs par rapport à d'autres énergies. Donc ça, c'est l'élément vraiment à retenir. Il est certain que nous travaillons aujourd'hui avec un mécanisme de rémunération, un mécanisme de soutien, où nous avons donc des appels d'offres qui fixent un prix, et tout ce que, si jamais le prix de l'énergie du marché est en dessous, le complément est payé par l'État. S'il est au-dessus, nous le remboursons à l'État. Donc aujourd'hui, ce que pour dire, nous sommes effectivement garants du pouvoir d'achat des Français aujourd'hui, car rien qu'en 2021 et 2022, les ENR, dont l'éolien est un principal acteur, va permettre à l'État d'avoir 14,4 milliards d'euros supplémentaires à investir, dont 8,4 milliards qui ont été budgétés mais qui ne vont pas être dépensés, et de recettes, je précise, supplémentaires de 6 milliards d'euros, dont 3,7 milliards qui viennent de l'éolien uniquement. Donc pour bien comprendre, parce que les prix sont supérieurs à ce qui avait été prévu, vous allez reverser la filière éolienne près de 4 milliards à l'État, c'est ça ? Exactement. Sur les 2 années ? Sur 2021 et 2022. Sur 2021 et cela, et 2022. a priori, va continuer également. Et nous estimons qu'à la fin de 2022, nous aurons remboursé déjà, à la fin de 2022, 34% de l'ensemble des aides perçues depuis 2003 de l'éolien, et à fin 2024, l'ensemble des aides perçues. Mais des aides, encore une fois, à un niveau, aujourd'hui nous parlons d'appels d'offres qui tournent autour de 60 € par rapport à prix des marchés aujourd'hui qui tournent en 2022, aujourd'hui, autour de 220-230 €. Ouais. Et donc ça veut dire que vous tablez sur un prix de l'électricité qui va rester très élevé dans les prochaines années ? C'est-à-dire que ce mécanisme que vous êtes en train de nous décrire, il devrait se prolonger ? Alors, du moins, j'ai malheureusement pas la boule de cristal. Non, mais effectivement, il y a quand même des indicateurs importants. De ce que vous cherchez à évaluer. Effectivement, d'ailleurs, et ça fait partie de notre métier, mais effectivement, je pense qu'avec l'ensemble des parties prenantes, nous estimons qu'on a encore quand même 1 ou 2 années où les prix du marché vont rester à des niveaux élevés. Très, très élevés. Mais alors, si les cours redescendent, l'État
continue de vous aider, de subventionner? Comment ça fonctionne? Mais il faut qu'il repèse de beaucoup Oui. avant que l'État nous reverse un complément, d'ailleurs. Donc j'insiste beaucoup là-dessus et je pense que c'est vraiment un message important, c'est que l'éolien était déjà compétitif bien avant cette escalation en ce qui concerne les prix du marché. Quand Emmanuel Macron annonce l'objectif de créer 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050, bon, j'imagine que vous applaudissez, mais est-ce que ce choix stratégique, est-ce que ça ne risque pas de se faire au détriment de l'éolien terrestre? Alors déjà, nous représentons en tant que fait l'énergie éolienne onshore, comme dire terrestre, et en mer. Donc ça, c'est déjà un point très important. Les deux et on a secteurs, besoin on l'a bien des compris. deux. Et ça, je pense que c'est le message clé. On a besoin de toutes les ENR. La France a besoin de toutes les énergies renouvelables, du solaire également. Donc non, ça ne sera pas au détriment, parce que effectivement, nous savons que donc le président, et nous le saluons, encourage fortement. Il y a des objectifs très 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 importants pour l'éolien offshore, à horizon, comme vous le disiez, 2050. D'ailleurs, ça représentera 2/3 du parc nucléaire existant. Rien que ces 50 parcs qui seront installés en matière de production, en matière de capacité, 2/3 du parc nucléaire qui existe aujourd'hui. Ça, je tiens à le préciser. En revanche, nous avons, dans les années qui viennent, et l'énergie qui est déployable rapidement, dont nous avons pertinemment besoin, on en entend parler tous les jours avec les préoccupations d'EDF aussi concernant le parc nucléaire existant, eh bien, la réponse à ça, c'est l'éolien terrestre. Donc, on aura à la fois besoin de l'éolien terrestre et de l'éolien en mer. Alors, sur les éoliennes maritimes, il y a déjà eu des annonces. Je me souviens d'avril 2012, le gouvernement qui désignait à l'époque les lauréats d'un appel d'offres pour 4 parcs qui devaient rentrer en service en 2018. Bref, ça n'est pas arrivé. Non. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, alors, je tiens à préciser, parce que c'est un bon événement, une bonne nouvelle, la première éolienne en mer a été installée. Oui, voilà. On est en cours de l'installation, donc c'est une bonne chose. Mais je vous rejoins entièrement. Et je pense que le sujet ici, c'est un problème global, ou un sujet global. C'est-à-dire qu'il faut, pour créer la transition énergétique, il faut un vrai récit. Il faut une vraie politique de la transition énergétique. Afin d'y arriver. Et c'est peut-être ça qui aujourd'hui n'a pas existé en France, n'a pas vraiment été porté jusqu'au bout en France, et nous sommes donc très contents aujourd'hui. Nous avons toujours parlé de planification, parce que ça passe toujours par une planification, et donc nous saluons aujourd'hui que le fait que le président aujourd'hui nous entend, et on aura bientôt un ministre de la planification. Oui, effectivement, c'est ce qui a été annoncé. Le Premier ministre a chargé de la planification écologique, donc c'est vraiment majeur. Mais qu'est-ce qui coince? C'est quoi? Il y a trop de blocages de la part des riverains, des pêcheurs. On n'a pas pris le projet dans le bon sens. C'est-à-dire, c'est vrai qu'aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, on a d'abord, je crois, défini nationalement les zones où on allait installer ces éoliennes en mer avant de lancer les appels d'offres. Là, on le fait projet par projet. Est-ce que c'est la méthode qui n'était pas la bonne? Alors, en parlant de méthode, encore une fois, dans tous ces pays dont vous parlez, l'Allemagne ou les Pays-Bas, effectivement, les politiques ont porté un vrai projet politique, économique, industriel de la transition énergétique. Ce n'est, je pense, pas le cas, ça n'a pas été le cas en France. Donc ça, c'est un élément déjà très important. Du changement, ça s'accompagne. Et je pense que cet accompagnement n'a pas été vraiment porté ici. Premier élément. Vous mentionnez un sujet qui est toujours mis en avant, c'est l'acceptabilité. Je pense qu'il est très important que les Français comprennent que, à travers des sondages, il est clairement démontré, des sondages que fait France Énergie Éolienne a lancé, mais aussi l'État et d'autres parties prenantes, reviennent toujours au même résultat. C'est-à-dire que, à quelques pourcentages près, mais en moyenne à 76%, les Français sont positifs face à l'éolien. Oui. Ces 76% sont aussi contents, des riverains qui vivent autour du parc éolien, sont contents de vivre autour d'un parc éolien, se satisfassent
l'acceptent, Oui, trouvent ça bien. mais alors pourquoi ça coince quand un nouveau projet est lancé, que ce soit de l'éolien terrestre ou de l'éolien maritime? Parce qu'on voit, on voit quand même les freins. On a reçu ici Chantal Joanneau, la présidente de la Commission nationale du débat public, qui expliquait comment les débats sont menés, parfois pendant presque une année, de longs mois, et il y a parfois de la désinformation, il y a des fausses idées, etc. etc. Mais qu'est-ce qui manque finalement en termes de persuasion pour changer la perception de certains riverains pour le terrestre ou riverains et pêcheurs pour le maritime? Alors, je reviens vraiment sur ces sondages parce que c'est important. Parce que oui, vous parlez mais pardon de vous interrompre, il y a quand même aussi ce qu'on appelle le syndrome NIMBY, Not in my backyard, pas de ça chez moi, qui existe. Vous ne pouvez pas nier le fait que ça existe. Mais c'est une minorité infime. C'est ça que je veux dire. Quand nous vivons, développons un projet éolien, si je prends le terrestre, vous savez, la grande majorité des projets se passent très bien. Il n'y a pas d'opposants. Mais on n'entend parler que les opposants. Et c'est ça une réalité. D'où l'importance aussi de ces sondages, et que les Français comprennent que les sondages, clairement, ne reflètent pas ce qu'on entend dans les médias, ce que certains politiques disent. Je pense que l'éolien est devenu un objet politique et du coup se retrouve dans une guerre de tranchées, mais qui, en partie, n'a rien à voir avec le fait l'éolien en soi. C'est ça, c'est vraiment important, parce que la réalité du terrain ne correspond pas à ce qu'on entend dans les médias, qu'on entend par certains politiques. Et je pense aussi qu'il y a quand même, on a un peu, je pense que c'est vers où vous voulez aller aussi, pourquoi Not in my backyard, ça je comprends très bien, le NIMBY, mais sachez, depuis quand est-ce qu'on attend est-ce qu'on a attendu une centrale à charbon, une centrale à gaz, qu'elle soit belle, qu'elle soit acceptée? Est-ce qu'on a posé avec qu'elle soit belle, que ce soit élancé, que ça protège les paysages français? On voit dans une centrale à gaz, une centrale à charbon, une centrale nucléaire, on voit une utilité, une nécessité pour les Français. C'est la même chose que pour l'éolien. Oui. Et de toute façon, on est bien d'accord, mais vous prêchez un convaincu, mais on est bien d'accord que de toute façon, il n'y a pas de modèle parfait, c'est-à-dire qu'on va créer une nouvelle centrale nucléaire, la question va se poser aussi des emplacements et de la réaction des riverains quand il s'agira de créer une nouvelle centrale nucléaire. Je suis bien d'accord avec vous, mais je reviens, parce que je suis un peu têtu moi dans mes interviews, je reviens à la question de l'éolien maritime et de la méthode. Vous n'avez pas tout à fait répondu. Est-ce que la méthode néerlandaise ou la méthode anglaise est la bonne? Est-ce que c'est ça ce qu'il faut faire quand on se place dans la perspective de créer 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord mettre tout le monde autour de la table pour dire voilà les zones où on va s'installer, c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qu'on n'a pas fait auparavant, on est bien d'accord. On l'a fait aussi auparavant. Mais alors pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il faut être porté par la politique. Il faut que le politique le porte. On concerte, vous savez, la réalité d'un développeur éolien terrestre ou en mer et la concertation du matin au soir. Nous échangeons. Et encore une fois, j'insiste beaucoup, en parlant du terrestre aussi, beaucoup de projets se passent très très bien. On entend toujours cette opposition. Effectivement, je pense que maintenant, le fait qu'on aura, j'espère, un petit peu de changement au prochain quinquennat, avec le Premier ministre qui sera directement responsable de cette planification écologique, qu'on saura davantage encore préparer effectivement plus harmonieusement la partie éolienne en mer. Vous avez eu des sueurs froides pendant cette campagne présidentielle, en entendant certains candidats? Bien sûr que nous avons eu des sueurs froides, mais surtout j'ai eu des sueurs froides pour les Français, parce que, encore j'insiste beaucoup là-dessus, un Français sur 10 s'alimente à 100% de l'énergie éolienne aujourd'hui. Un Français sur 10. Avec la situation actuelle, avec certains déficits de temps en temps nucléaires, avec les prix et autres, au mois de mars de cette année, 2,3 Français sur 10, près d'un quart, un Français sur 4 s'est alimenté pendant le mois de mars 100% de l'électricité notamment éolienne. Parce que le parc nucléaire est en difficulté avec des problèmes de corrosion sur certaines centrales. Mais oui, mais on a bien compris de toute façon l'importance des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Encore une fois, dans cette émission, on le porte. Mais il y a quand même des questions qui se posent. Par exemple, sur les pales. Et le recyclage des pales des éoliennes. Ça, c'est
et je pense que vous serez d'accord pour le reconnaître, c'est vraiment un objectif d'amélioration de la filière. Oui, la filière s'est engagée à pouvoir donc recycler également. Donc je tiens à préciser quand même aujourd'hui, une éolienne est recyclable à 85-90%. D'accord. Donc ça déjà, comme élément de base, c'est très important. Sur les pales, effectivement, nous avançons sur ce recyclage également, et nous avons clairement des engagements que d'ici 4-5 ans, nous serons en mesure de recycler à 100% les pales d'éoliennes. Sachant que nous avons déjà des méthodes aujourd'hui pour ça veut dire qu'aujourd'hui, elles sont quoi? Elles sont incinérées, elles sont enfouies? Non, elles ne sont pas enfouies, mon Dieu, elles ne sont pas enfouies du tout. Au contraire, on les réutilise, on l'utilise aussi pour la création de ciment, donc elles sont déjà réutilisées. On ne les enfouit pas. Je reviens au projet d'Emmanuel Macron, c'est cet objectif de 50 parcs éoliens maritimes d'ici 2050. C'est quoi la priorité pour tenir cet objectif? Si vous dites, OK, on a un défi qui est fascinant, qui est passionnant à relever pour le secteur, c'est quoi la priorité pour y arriver? Planifier. Il faut planifier. Il faut une vraie adhésion du pouvoir public. Il faut une vraie politique de transformation, de transition énergétique vers un mixte à horizon 2050. Où les énergies renouvelables ont une place majoritaire. On était hier dans cette émission avec la directrice générale de Vattenfall Éolien France, et en schématisant l'EDF suédois, on peut dire ça comme ça, en tout cas c'est une entreprise publique en Suède. La Suède qui veut aussi développer d'ailleurs son éolien maritime. Est-ce qu'il y a un soutien européen pour le développement de l'éolien maritime, notamment via le Green Deal européen? Tout à fait. Tout à fait. Il y a effectivement un soutien européen, bien sûr, un soutien européen pour l'ensemble des énergies renouvelables et pour l'éolien terrestre et offshore. Bien sûr, nous avons le Fit for 55. Nous avons vraiment cette ambition en Europe, et la France y est engagée aussi, de soutenir les ENR et l'éolien maritime en France. On va terminer avec, effectivement, vous l'avez évoqué, Saint-Nazaire, cette première éolienne maritime enfin posée au large de Saint-Nazaire. Le parc complet doit rentrer en service d'ici la fin de l'année, c'est ça? Tout à fait. Ça représente quoi, ce parc va fournir quelle quantité d'électricité? Si on essaye de, je sais pas, par rapport à une taille de ville, par exemple, ça fournit de l'électricité pour quel type combien de communes ou combien d'habitants? Combien d'habitants? Alors là, j'avoue, je ne pourrais pas vous répondre là immédiatement sur le parc de Saint-Nazaire, mais effectivement, en tout cas, c'est le premier parc éolien en France, donc qui rapportera, qui aura toute sa place dans la consommation électrique. D'accord. L'éolien maritime, c'est plus régulier en termes de fourniture d'électricité que l'éolien terrestre? C'est-à-dire que le vent souffle plus régulièrement? Est-ce que c'est comparable? Encore une fois, il faut pas rentrer dans cette brèche de comparer le terrestre et le maritime. Nous avons besoin des deux. C'est en fonction des régions, c'est en fonction des régions où sont installés du terrestre ou bien sûr le maritime. Je pense que c'est pas un des axes de comparaison qui est valide aujourd'hui et qu'on devrait avancer. Très bien, merci beaucoup Anne-Catherine de Tourtier. À bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas tout de suite avec une start-up à l'honneur comme tous les jours. Smart Ideas, la chronique consacrée aux startups comme tous les jours dans cette émission. Et je vous présente mon invitée Élise Thibault-Gondré. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Day One. Vous l'avez créé il y a bientôt 2 ans, c'était juin 2020, avec Cindy Cargol-Bauer et Martin Bélorget. C'est quoi Day One ? Alors c'est très simple, Day One c'est une start-up de l'économie sociale et solidaire et on a une mission hyper simple, c'est de rendre accessible l'engagement solidaire en entreprise. D'accord. Et pour ça, on a développé une plateforme digitale avec un grand réseau d'associations, de plusieurs centaines d'associations locales et on permet aux collaborateurs directement de se connecter et de pouvoir s'engager sur des actions à impact social ou environnemental. C'est ce qu'on appelle le mécénat de compétences ? C'est ça. Alors, soit ça peut se faire sur le temps de travail, dans ce cadre-là, c'est le mécénat de compétences, soit ça peut se faire sur le temps libre, et ça, c'est plutôt du bénévolat. Et donc, le mécénat de compétences, c'est un dispositif
qui est légal et qui permet à l'entreprise de prêter un collaborateur sur son temps de travail. Et si elle le fait vraiment pour des missions de compétences, derrière, elle peut défiscaliser un montant, un bout du salaire du collaborateur. Ouais, d'accord. Comment vous choisissez les associations? Parce que là, vous me dites des centaines d'associations, donc ça veut dire, c'est vous qui les choisissez, ce sont les entreprises qui disent, dans notre région, il y a telles associations. Comment ça marche? Alors, nous, on est vraiment un tiers de confiance pour les entreprises, parce qu'on va s'assurer que les associations ont un bel impact, sont bien organisées et peuvent recevoir des bénévoles et surtout des salariés en bénévole. Bien sûr. Et donc, nous, on a plusieurs critères, bien sûr. Donc, on adresse des associations d'intérêt général. On couvre les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Donc, ça va aussi bien de la santé handicap à l'environnement, biodiversité, insertion professionnelle ou même éducation. Donc, on couvre un panel très, très large. Donc, bien sûr, il y en a énormément. Et après, d'ailleurs, on s'assure qu'elles soient non politiques et non religieuses, tout simplement pour ne pas engager l'entreprise dans une cause qu'elle n'aurait pas décidé sur laquelle elle n'aurait pas décidé de s'engager. Oui, que ça soit cohérent avec les engagements, parfois des entreprises qui sont entreprises à mission ou qui ont défini leur raison d'être et qui veulent être en cohérence. Vous avez en tête quelques associations qui en ont déjà bénéficié, pour nous raconter un peu des histoires de participation de salariés, de mécénat de compétences? Mais bien sûr. Alors, nous, le mécénat de compétences ou même les actions solidaires en entreprise, il peut y en avoir de tout type. Ça peut être quelques minutes ou quelques heures, comme organiser une fresque pour le climat, soit dans son entreprise, soit même venir avec quelques collègues au sein d'une fresque pour le climat. Ça peut être quelques heures de façon seule ou ponctuelle. Donc, par exemple, aller coacher un jeune. On pense à Article 1, par exemple, qui recherche énormément de mentors pour coacher des jeunes et accompagner des jeunes dans leur scolarité. On peut aussi aller distribuer des repas chauds à la Villette, par exemple, avec l'association L'un et l'autre. Mais on peut aussi s'engager sur quelques jours, semaines ou parfois même mois dans des associations pour vraiment les aider à se structurer. Donc là, par exemple, on a refait toute la base de données de Petit Cœur de Beurre. On va avoir accompagné apiculteur à refaire son CRM. Donc vraiment, nous, on va s'inspirer de qui est le collaborateur, qui vous êtes, et on va vous recommander des associations et des missions en fonction de qui vous êtes. Pourquoi vous avez choisi d'être dans ce secteur de l'économie sociale et solidaire? Alors, c'est une très bonne question. Moi, j'ai commencé pas du tout là-dedans. J'étais dans la finance. Pendant 5 ans, j'ai travaillé dans la finance d'entreprise et j'avais beau adorer mon travail. C'était à la fois hyper challengeant, hyper intéressant. Mais je me posais régulièrement la question de quel est l'impact de ma compétence et de mon métier sur la société et l'environnement. Et j'arrivais pas à lier les deux. Et donc, ça m'a amené à partir même très loin. Je suis partie au Népal faire de la réinsertion sociale d'enfants des rues à Katmandou, donc rien à voir. Et en rentrant, je me suis dit, en fait, il y a plein de choses à faire chez nous. Il y a plein d'associations hyper chouettes à côté de chez nous. Juste, on n'a pas la connaissance de qui on peut aider, comment on peut aider et qu'est-ce qu'on peut faire. Et il manquait un peu ce lien entre toutes les associations qui peuvent exister, qui sont proches de chez vous, et toutes les entreprises qui, elles, veulent donner du sens à leurs collaborateurs, veulent leur permettre d'avoir de l'impact. En plus, aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE, donc de responsabilité sociétale de l'entreprise. Mais les entreprises aussi nous disent... moi, j'ai beaucoup accompagné de PME quand je bossais dans la finance, qui me disaient, en fait, on ne sait pas comment faire pour mettre en place de la RSE, pour avoir des outils très concrets, des indicateurs concrets, et pour donner du sens à nos collaborateurs. Ouais. Et le fait d'être une entreprise de l'économie sociale et solidaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez quel modèle économique? C'était aussi un peu ça ma question. Ah ok, alors notre modèle économique, il est très simple, comme on dit qu'on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est que notre impact est directement relié à notre business model. Si pas d'impact, pas de business model. Et en fait, pour nous, c'est un forfait que l'entreprise paye pour engager un grand nombre de collaborateurs. Donc, si on n'arrive pas à engager et qu'on n'a pas d'utilisateurs, on n'a pas de business model. Alors, c'est intéressant parce que vous venez de réaliser une levée de fonds d'1 200 000 € avec 10 investisseurs, levée de fonds paritaire. Donc, il y a 5 femmes, 5 hommes. Pourquoi ce choix? Alors, ça a été une grande aventure, la levée de fonds. Alors, il y a 10 personnes et un fonds d'investissement qui s'appelle Le Capital. Et en fait, quand on a rencontré divers investisseurs, très vite, ça a pris. On a eu la chance d'être très bien reçus sur le marché financier, avec beaucoup de demandes d'investisseurs qui voulaient nous accompagner. Et on en avait plus, on avait plus de 40 investisseurs. Et on s'est rendu compte, au moment de signer, il n'y avait que des hommes.
100% d'hommes. 100% d'hommes. Ce qui est assez représentatif finalement du Bien marché sûr. financier d'aujourd'hui. On l'a déjà évoqué plusieurs fois ici. C'est ça. Et en fait, je me suis dit, c'est dommage, moi je viens quand même du monde de la finance. J'ai vu l'intérêt d'avoir un leadership qui était plutôt mixte face à un leadership uniquement masculin. Là, on va en profiter pour se structurer, mettre en place un board. On ne peut pas, en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire, ne pas avoir nous-mêmes en interne dans notre gouvernance une parité. Et du coup, sauf que c'était pas si facile de les trouver, ben les femmes prêtes à investir, c'est ça? Exactement. Vous avez dû lancer un appel sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, c'est ça? Exactement, on a lancé un appel sur LinkedIn, ou un appel qui s'appelait tout simplement « Où sont les femmes ?» où vraiment, en plus, il y avait l'annonce des 25 licornes portées uniquement par des hommes, et on a dit vraiment, on arrête notre levée de fonds. On prend le risque d'arrêter notre levée de fonds tant qu'on n'a pas trouvé des femmes pour co-investir à notre côté et former le board. Et là, on a eu vraiment énormément de chance. Ça a extrêmement bien pris. Ça a été vu plus de 700 000 fois. On a reçu 450 mails de femmes qui se disaient, bah voilà, moi je suis intéressée, je connais le secteur, j'aimerais vous accompagner. Et là, ça a été une vague de rencontres incroyable pour finir avec cette parité totale. Ouais, et donc ça veut dire que parmi ces 5 femmes, il y en a qui investissaient pour la première fois dans une entreprise? Exactement. Ouais. En fait, ça a été aussi une de nos grandes fiertés. C'est sur les 5 femmes investisseurs, il y en a 60% qui investissent pour la première fois. Où on peut dire, du coup, on a mis à l'étrier du coup 3 nouvelles business angels. Est-ce que, pour en avoir déjà parlé ici, je pense que la réponse est oui, mais je vous la pose quand même. Est-ce que la mixité, c'est aussi un vecteur d'efficacité, de rentabilité même, puisqu'on peut employer ces mots-là? Exactement. En fait, nous, on ne cherchait pas uniquement la mixité, la parité pour la parité, on cherchait des profils extrêmement différents. Et en fait, on les a trouvés en allant chercher cette parité. Parce que on va avoir des profils très commerciaux dans les hommes qui nous accompagnent, dirigeants commerciaux. Là, on va avoir des profils issus de créatrices de fondations, parfois même dirigeantes dans la tech, qui vont venir compléter en fait les compétences qu'on cherchait pour un board efficace et optimisé tout simplement. Ouais. Est-ce que ça veut dire, puisque là, il y a eu cette levée de fonds, hein, vous l'avez bouclé, 1 200 000 euros, j'imagine qu'il y a des recrutements, en général, quand on lève des fonds, il y a des recrutements. Est-ce que vous allez être aussi dans cette logique de mixité et de parité? Alors oui, après on ne mettra pas sur ça, on recherche un homme parce que là on a déjà un nombre de femmes, on va essayer de le faire. L'avantage c'est que nous déjà on est 3 cofondateurs, on est mixte déjà, donc on attire tout type de profil. On a de la tech. Dans la tech, aujourd'hui on a aussi la parité, on a presque autant de femmes que d'hommes et donc on va essayer d'avoir la parité un peu dans tous les départements. Ça va être un de nos motifs de recrutement, mais pas que. Ce ne sera pas le seul motif. Juste en quelques secondes, la stratégie avec cette levée de fonds, c'est de faire quoi? La stratégie, c'est déjà d'aller couvrir toute la France et d'aller très loin dans les territoires, d'être capable d'aller, ce qu'on va appeler mapper, cartographier toutes les associations, mais pas que seulement dans les grandes villes. Déjà, on est dans certaines régions, comme la région centre, où on va aller à Tours, à Blois, à Chartres, à Châteauroux. Pareil, dans le nord, on va aller dans plusieurs villes qu'on peut appeler villes moyennes. Et du coup, derrière, on veut être national et commencer à aller en Europe. Merci beaucoup, Élise Thibault-Gondré. Bon vent à Day One. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Allez, merci Joséphine Dacoury, programmation, production, Maxime Lerba, Hugues Sabatier, qui l'assiste aujourd'hui, Alexandre Larochelle, Saïd Mamou au son et Kylian Soula à la réalisation. C'était mon armée mexicaine du jour. Salut.